Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être ici. Je ne sais pas si Aurélie est encore avec nous. Alors, je suis ravi à plus d'un titre. Déjà, je suis un ancien de l'école. Alors, pas si ancien que ça. Hein. Ça fait quelques années que je suis parti. Alors, j'ai l'habitude de faire des présentations assez originales. Alors, je vais quand même vous expliquer qui je suis, mais je ne vais pas vous parler de ce que je fais exactement. Je vais plutôt essayer de vous ouvrir la vue, les voies sur ce que ça va devenir l'ingénierie de demain. Et finalement, ce que l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle va apporter à votre job de demain. Voilà, je me suis donné cette ambition-là. Je vais essayer de tenir le timing en 15 minutes. Donc ma première slide est une slide complètement noire, voilà, ça fera original. Et la deuxième est une slide d'ouverture. Et ma question que je voulais vous poser, c'est allons-nous coloniser Mars? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la question n'est pas plutôt de dire est-ce qu'on va coloniser Mars, plutôt que de dire quand est-ce qu'on va être capable de coloniser Mars. D'accord? Alors, il y a quelques années, Elon Musk, etc., disait dans moins de 10 ans, on y est. D'accord? Alors, j'ai fait un TEDx sur le sujet. Je vous propose qu'on avance dans la présentation et qu'on essaye d'y répondre. Je vous laisse un peu cogiter. Je vais quand même me présenter rapidement. Alors oui, on me reconnaît à ma calvitie naissante, ou plutôt bien avancée, effectivement. Alors, je m'appelle Vincent. Donc, je suis sorti de l'école il y a 9 ans, exactement, en 2011, je m'en souviens. Il y a 9 ans. Depuis, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais fait le cycle d'ingénieur, master, doctorat. À l'époque, on cherchait à différencier nos cursus d'ingénieur. L'année de césure n'existait pas vraiment encore, c'était tout le début, donc on faisait tous des doctorats pour rigoler. Enfin, on rigolait la première année, après on rigolait un peu moins, et la troisième année, c'était franchement les larmes. Malgré tout, c'est quand même sympa. Donc, j'ai passé au début de ma carrière 5 ans à faire du conseil en ingénierie système et en ingénierie de la conception, deux termes que vous devez connaître largement maintenant, qui étaient quand même beaucoup moins connus il y a une dizaine d'années à mon époque. Et au bout de 5 ans, j'ai eu une petite originalité, ou plutôt ma crise de la quarantaine en avance de phase. Je me suis dit que ce qu'on faisait en ingénierie à l'heure actuelle était un peu limité. Je me suis dit qu'on faisait mal les choses, qu'on pouvait les vendre mieux, qu'on pouvait les faire mieux. Et donc, la crise de la quarantaine, à l'âge de 30 ans, s'est concrétisée par je vends mon appartement, je monte une société, 2 sociétés et puis 3 sociétés. Et donc, ça fait 5 ans que je dirige 3 sociétés qui marchent toujours. Toujours dans le domaine de l'ingénierie de la conception. Alors, je ne vais pas vous en parler. D'une manière globale, j'ai un cabinet de conseil en ingénierie système, en ingénierie de la conception. On le verra qui fait pas mal d'activités très nouvelles, très novatrices dans la manière d'approcher un problème d'ingénierie et de le résoudre. Je vais vous en parler, c'est tout à fait lié à l'intelligence artificielle. Et j'ai monté une société qui a développé un prototype que j'ai fait. Alors j'ai beaucoup aimé le discours d'Aurélie, je ne sais pas si elle est encore avec nous, sur l'implicite et l'explicite. En fait, il y a 10 ans, quand j'ai fini ma thèse, je me suis dit que ce que j'avais fait en thèse allait permettre de construire une nouvelle manière de voir les choses et de penser l'ingénierie. Et donc, il y a 10 ans, je me suis dit, en fait, on peut développer des concepts d'intelligence humaine augmentée et automatiser la manière logique cognitive dont les ingénieurs pensent un problème pour le résoudre avec des ordinateurs. Enfin, le résoudre partiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'étais donné l'ambition de dire on va explorer un champ des possibles avec des ordinateurs en modélisant la manière dont les ingénieurs pensent logiquement le problème. Et une fois que l'ordinateur aura fini d'explorer un champ des possibles, on va lui rendre la main en disant ben voilà tous les compromis que tu peux trouver entre la masse et le coût par exemple, et tu vas jouer sur les compromis et tu vas prendre la décision d'ingénierie qui te va bien. Il y a 10 ans, quand j'ai annoncé ça, je me souviens encore, c'était le jour de ma soutenance de thèse, les gens me regardaient avec des yeux complètement fous en disant mais il faut arrêter à fumer la moquette. J'y croyais malgré tout, donc j'ai passé 5 ans, le soir et le week-end, à coder ce qui allait devenir des algorithmes d'intelligence humaine augmentée. Alors, comme disait Aurélie, hein, il y a certains avec qui on a échangé ce midi, il y a 10 ans, les algorithmes d'IA, c'était franchement pas ça. Même si les principes existaient, il fallait quand même programmer tout en couche basse et on n'avait pas les puissances de calcul qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai passé 5 ans, j'ai acheté des ordinateurs, je les ai mis en réseau, je les ai mis en réseau dans mon salon, ça faisait chauffer le salon, c'était impeccable. J'y passais mes nuits, j'ai appris à dormir beaucoup moins, une autre manière de gérer le stress, c'est de travailler beaucoup. Et donc il y a 5 ans, j'ai commencé à monter mes sociétés, j'ai jamais levé de fonds, j'ai juste vendu mon appart et en 3 ans, on a réussi à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 5 et à travailler dans énormément de domaines de l'industrie. Alors je vous montrerai quelques petits exemples tout à l'heure pour vous dire à quel point ces technologies-là qui sont émergentes, sur lesquelles les grands groupes investissent énormément, vont changer votre manière de travailler en 10 ans. Voilà. Alors, je suis devenu, avec une petite reconnaissance, un peu expert dans le domaine. Du coup, j'enseigne à Centrale Paris, j'enseigne à Supélec, j'enseigne à Supaéro. Je suis désolé, le directeur de l'école est parti. Ça fait 3 ans que je demande à enseigner à Supméca.
Jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce privilège. J'espère qu'un jour, j'aurai cette reconnaissance de pouvoir venir enseigner à SupMeca. Voilà, le message est passé. Alors, j'avais mis quelques planches quand même très béotiennes pour vous expliquer ce que c'était l'intelligence artificielle. Alors, je vais quand même passer rapidement dessus. Je crois qu'on est un peu en retard sur le timing. J'aimerais qu'un maximum de personnes puissent poursuivre. Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir sur l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence, ce n'est pas quelque chose simplement humain. Il y a énormément d'intelligence qu'on retrouve dans le vivant. Il y a les algorithmes de fourmi que vous connaissez certainement. Il y en a énormément, il y en a même plus dans l'humain, dans le monde animal et végétal que dans l'humain. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, une chose très vraie qu'avait dit Darwin, c'était de dire qu'en fait l'intelligence d'une espèce, ce n'est pas sa capacité à être forte, c'est plutôt sa capacité à s'adapter. Et donc de manière globale, on a quand même assez bien défini le fait qu'être intelligent, c'est plutôt une capacité de s'adapter à un changement plutôt qu'une capacité de performer dans un contexte, dans un domaine très, très intéressant. Je vous ramène sur ce qui se passe en ce moment. Et donc finalement, cette capacité d'adaptation, c'est ça qui fait vraiment le sens de l'intelligence. Et donc finalement, une définition comme celle-ci peut très bien être prise pour une définition d'intelligence artificielle. C'est une capacité de s'adapter et d'avoir une réponse considérée comme intelligente parce qu'elle est adéquate à un contexte. Alors, juste vraiment en mode béotien, je suis désolé pour les puristes de l'intelligence artificielle, je vais simplifier les choses à outrance pour que ce soit compréhensible. Alors, je vais vous présenter quelques notions clés sur l'intelligence artificielle. Je vous présente neurones électroniques, d'accord ? Alors, ce n'est pas tout à fait le même dans votre cerveau, mais d'une manière globale, on a un certain nombre de liens avec des poids, on a une fonction de combinaison et puis on a une fonction d'activation. Donc, ça reste très simple, on connecte plein de données entre elles. On va pondérer avec un certain nombre de poids l'impact d'une donnée d'entrée sur une fonction de combinaison qui généralement est assez simple. Et puis derrière, on peut ou ne pas avoir une fonction d'activation, c'est-à-dire que je dépasse un seuil, j'active ou je n'active pas. Voilà. Alors ces neurones électroniques, mis ensemble, on en fait des réseaux de neurones. Alors il y en a plein de formes diverses et variées. Ça ressemble à quoi ? Encore une fois, je vulgarise à outrance. On a toujours ce qu'on appelle une couche d'entrée, on a toujours une couche de sortie à la fin, et puis le travail d'un data scientist, c'est entre autres, encore une fois je vulgarise, c'est de définir combien de couches on va mettre, combien de neurones on met par couche pour apprendre. Et donc l'apprentissage, c'est on va prendre une énorme base de données, plus ou moins complexe. Alors il faut rappeler quand même que pour reconnaître un chien d'un chat à partir de l'intelligence artificielle, on va donner à peu près 15 000 images de chiens, et 15 000 images de chats à un réseau de neurones pour qu'il apprenne. D'accord ? J'ai des enfants, mon fils de 3 ans, il sait reconnaître un chien d'un chat sur une photo avec 2 photos. Je vous laisse quand même penser à ça. On va parler de choses plus complexes quand même après. Voilà. Donc le principe est le suivant. Donc il existe plein de formes de neurones. Donc on va apprendre, et finalement le réseau de neurones va mettre un certain nombre de poids à droite à gauche pour voir dans quel cas on est le plus proche d'une solution. Voilà. Alors, dans tous ces réseaux de neurones, il y a quelque chose qui est commun entre tous ces réseaux de neurones, c'est qu'à chaque fois, on a besoin d'une base de données pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire qu'un réseau de neurones tout seul sans données, il ne sait pas faire grand-chose, croyez-moi. Et donc finalement, on se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'il y a 2 freins majeurs aujourd'hui à l'intelligence artificielle, 2 freins qu'a très bien illustré d'ailleurs Aurélie tout à l'heure. Le premier, c'est que s'il n'y a pas de base de données, on ne sait rien en faire. Et donc quand on parle de coloniser Mars, je vous demande bien comment on va pouvoir trouver des bases de données pour nous apprendre à aller sur Mars. Pas gagné. Et la deuxième chose, Aurélie l'a très bien expliqué tout à l'heure, et je vous l'ai montré juste à l'instant, il y a des couches au milieu là qui sont des couches cachées. On appelle les couches cachées. Et en fait, c'est tout simplement des couches sur lesquelles on ne sait pas comment ça marche, mais on sait que le réseau de neurones essaye d'apprendre sur ces couches-là, et puis il va définir des valeurs, mais qui ne sait pas ressortir réellement. D'accord ? Ça s'appelle des couches cachées, et donc c'est des couches qui ne sont pas explicites. Et donc tout ça, ça nous amène sur des choses assez concrètes. C'est qu'aujourd'hui, personne ne veut appuyer sur le bouton de démarrage d'un réacteur nucléaire conçu avec de l'IA. Parce qu'on ne sait absolument pas s'il a bien pensé le problème. On sait dire sur un réseau, sur une base de données, s'il a bien su apprendre ou pas su apprendre. Si vous changez la moindre variable et qu'on ne retombe pas sur une ligne de connaissance, vous ne savez absolument pas dire s'il a bien pensé le problème. Et donc aujourd'hui, c'est un énorme frein en conception. Alors, il y a quelques années, je crois que c'est en 92 exactement, il y a un charmant monsieur qui s'appelait Kasparov qui a perdu une magistrale partie d'échecs, plusieurs d'ailleurs, contre une machine. Et ce jour-là, il a eu, alors, au-delà de son excès d'énervement, peut-être un éclair de génie, et il a dit, finalement, l'association de l'homme et de la machine, ça serait peut-être le compromis le plus intéressant. Voilà. Alors, son idée n'a pas forcément été poussée. Jusqu'au bout, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément sur l'intelligence artificielle.
Oui, c'est vrai que ça sert l'industrie 4.0 sur des chaînes de production, etc. Mais sur des problèmes nouveaux, c'est assez compliqué. Alors, j'aime bien cette idée parce que finalement, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Aurélie en disant, en fait, on fait un mix entre l'implicite et l'explicite et finalement, ça fait un peu sens. D'accord ? On en parlait tout à l'heure pendant le déjeuner encore une fois en disant, mais finalement, il y a des choses sur lesquelles, pourquoi apprendre des choses qu'on comprend physiquement ? C'est bien plus simple de se dire, voilà comment ça marche la physique, applique-la, quoi. Et apprendre sur des choses sur lesquelles on ne s'est pas explicité. D'accord ? C'est un peu ça le principe. Alors, je fais quand même une petite mise à jour sur ce que c'est l'IA en 2019. Alors, c'est quelque chose quand même qui s'adresse à énormément d'industries. Vous n'avez aucune chance de ne pas tomber sur de l'IA un jour. Vous, dans votre vie, dans votre travail. Dans la vie de tous les jours, c'est déjà le cas. Mais dans votre travail, vous n'avez quasiment aucune chance. Il faut quand même comprendre les principes et savoir comment ça va influencer votre vie. L'industrie investit en masse sur l'IA dans tous les domaines. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, je vais revenir sur mon slide d'après, mais d'une manière globale, l'intelligence artificielle, ces 10 dernières années, ça s'est construit, ça s'est déployé sur des choses où on avait beaucoup de données. Donc l'industrie 4.0, il y a 5-10 ans, il parlait que de chaînes de production. Voilà, on va faire de nouvelles usines. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit sur lequel on pouvait faire énormément de mesures. Mais quand on dit on va construire de nouveaux drones martiens pour aller sur Mars, l'IA était là en disant mais comment voulez-vous qu'on fasse ça ? Oui, il n'y a aucune donnée sur un drone de Mars. Et puis quand vous apprenez d'un drone terrestre comment ça va marcher sur Mars, changer d'environnement, il ne sait plus du tout comment ça se passe. Donc il n'y avait aucune chance. Aujourd'hui, en 2019, les industries disaient on attend 50% de gains sur la partie produits et innovation avec de l'intelligence artificielle. La donne a changé. Avant, c'était 0% parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas apprendre. Aujourd'hui, ils disent c'est quand même là le plus grand levier. Alors oui, il y a quelques années, sur une chaîne de valeur complète d'un produit, d'un service, on travaillait principalement ici. Construction logistique, construction 4D, 5D, fabrication, etc. Parce que c'était là où il y avait beaucoup de données. Et aujourd'hui, l'industrie veut remonter la valeur de l'intelligence très en amont de la conception. Donc la faire monter sur le début du cycle jusqu'à la partie programmation, conceptual design, detail design, des phases d'ingénierie ultra compliquées. D'accord ? Depuis 10 ans, les logiciels se sont déployés, Katia, vous le connaissez, etc., la 4D, la 5D qui arrive, énormément cette phase de detail design. Vous connaissez tous, c'est se dire j'ai une macro-architecture de produit, je vais chercher à analyser comment ça marche et à faire du fine-tuning. Je vais agrandir un peu les ailes, je vais agrandir un peu la corde, je vais réduire un peu l'épaisseur, etc. Les logiciels, depuis 10 ans, ils sont déployés. Il y en a pléthore, à plus savoir qu'en faire. C'est un vrai marché. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on travaille à ce niveau-là, lorsqu'on a déjà défini une macro-architecture, si on a une architecture d'un produit ou d'un service, en fait, il y a un plafond de verre qui s'instaure. C'est-à-dire que si vous avez défini le fait que votre camion il fait 10 mètres de haut, 25 mètres de large, votre coefficient de traînée ne va pas être très bon. Voilà, d'une manière globale. Je caricature un peu, bien sûr. Et aujourd'hui, toutes les industries, depuis 5 ans, investissent sur cette phase amont qu'on appelle le conceptual design. C'est là où les choses sont peu conçues, sont peu imaginées et où tout est libre. On parlait tout à l'heure avec Damien en disant tiens, générons des idées. Oui, mais les idées vont faire en sorte que finalement les modes de pensée, quelquefois la physique du produit lui-même va changer. Et aujourd'hui, tous les grands groupes industriels, ils investissent des millions ici parce que c'est le seul moyen de casser le plafond de verre. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire comprendre, penser, là où je voudrais vous ouvrir les yeux, c'est sur le fait de dire que c'est finalement là que l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0 et que votre tâche du futur pour créer le monde de demain, parce que c'est vraiment là qu'on crée le monde de demain, a le plus de sens pour vous. D'accord ? Alors je rappelle quand même une chose, quand on est en detail design, on a choisi l'architecture, c'est là qu'on découvre 90% des problèmes de conception, et c'est là qu'on a simplement 10% des leviers. Oui, parce qu'une fois que vous avez défini votre squelette, vous avez beau mettre les muscles dans n'importe quel sens, les mouvements ils sont conditionnés par votre squelette. Ici, en conceptual design, c'est là qu'on a généralement 10% des problèmes parce qu'on est très tôt en conception, mais c'est aussi là qu'on a le plus de leviers. On a quasiment tous les leviers possibles. Si vous voulez déplacer le bras de quelqu'un pour le mettre à un autre endroit, ça marche quand même. D'accord ? Voilà. Alors, je ne vais pas y revenir. Alors, juste une chose, qu'est-ce qu'on appelle une architecture ? Une architecture, ce n'est pas juste de se dire sur un satellite, on va changer un star tracker, un capteur d'étoiles. On voit ça beaucoup dans la littérature parce que les gens veulent adresser ce marché sans savoir ce que c'est. Et donc on dit je fais de l'architecture, je change l'écran, c'est un changement d'architecture. Non, toujours un écran, toujours un clavier, ce n'est pas une architecture différente, c'est une configuration différente. L'architecture, c'est vraiment quand on va se dire tiens, il n'y a plus de panneaux solaires ou ça n'a plus rien à voir en termes de production d'énergie. D'accord ? Alors, je vous montre quelque chose non confidentiel que je peux vous montrer, un slide qui vient de chez Airbus DS.
conçoit les satellites, vous le savez tous, pas que, mais notamment les satellites, qui dit finalement ce qu'on fait aujourd'hui dans cette phase de conceptual design, c'est la partie rouge. C'est-à-dire on va, pour un nouveau besoin, auditer des choses qu'on connaît généralement, éventuellement des choses un petit peu intuitives, et finalement quand on va avancer dans la conception, on va faire des modèles extrêmement complexes, avec plein de simulations, etc., mais qui vont être extrêmement précis sur des choses qu'on maîtrise. Et ils disent eux-mêmes, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tout un espace qu'on appelle un design space qui n'est absolument pas parcouru, mais qui peut apporter énormément de valeur. Et donc ce que cherchent à faire les industries aujourd'hui avec des techniques d'intelligence artificielle, on parle plutôt d'intelligence humaine augmentée. Donc c'est l'instanciation de vos logiques d'ingénieur, de votre aspect cognitif d'ingénieur dans des ordinateurs, c'est d'explorer en automatique ce champ des possibles extrêmement vaste pour trouver ces poches de valeur là où on va trouver les produits de demain qui vont faire en sorte que on va être moins gourmand en carburant, économiser de l'énergie, produire moins de CO2 et qui vont faire les nouveaux produits avec les nouvelles expériences du monde de demain. Voilà, d'une manière globale. Et donc c'est ça qu'on fait avec l'intelligence humaine augmentée. Donc le principe est très simple, c'est aujourd'hui en conception, lorsqu'on a un problème complexe avec plein de disciplines, c'est le cas de tous les projets aujourd'hui quasiment, plusieurs disciplines, chacun va un peu mettre ses contraintes à droite à gauche, sans bien comprendre l'impact d'une décision localement dans une discipline sur les autres, et donc finalement on se retrouve à dire, je vais caractériser un peu ce qu'il y a simplement dans le carré vert. Or aujourd'hui, sur un problème complexe, on se rend compte qu'il peut y avoir de la valeur à challenger la vision d'une discipline pour aller créer de la valeur, et quelquefois, le fait de relâcher une contrainte dans une discipline va permettre de lever des leviers à différents endroits et de créer de la vraie valeur. Je pourrais vous donner plein d'exemples très industriels. Alors, si je me faisais un peu l'avocat du diable, c'est quoi la conception classique du produit? La conception classique d'un produit, c'est se dire, on va étudier pour un besoin donné quelques architectures produits. Les étapes sont assez rudimentaires parce qu'elles sont humaines, elles sont pas outillées, donc on n'a pas le temps d'explorer des centaines de millions de cas possibles. Donc on va commencer par décomposer mon produit. J'ai un écran, je vais avoir un clavier, une carte mère, un processeur. Une fois qu'on a ça, on va demander aux ingénieurs de réfléchir à tous les éléments de notre système. Donc le premier élément, c'est il y a plusieurs processeurs qu'on pourrait mettre, plusieurs cartes mères, etc. Une fois qu'on a fait ce travail de réflexion-là, on va avoir un travail de partage, de discussion autour d'une table. Alors ça donne des belles réunionites, comme on dit, où chacun va essayer de discuter et de partager un peu son bout de gras en disant « Ah, si tu fais ça, moi je suis obligé de faire ça, puis moi je préférerais faire ça parce que pour mon système c'est mieux ». Finalement, on va décider d'une architecture, engager le projet, l'entreprise, l'avenir finalement de l'entreprise et du projet sur une architecture donnée en se basant sur 5 à 10 critères. Et 5 à 10 critères, c'est déjà pas mal parce que c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à étudier. Et finalement, chemin faisant de la conception, on va se rendre compte qu'il y a plein de performances qu'on n'a pas monitorées en phase d'architecture qui peuvent poser des problèmes et qui vont faire des cycles de conception. Sur un avion, Damien pourrait le dire mieux que moi, il y a 11 000 exigences à la fin. En phase de conception, si on en prend une centaine, c'est le maximum. Ça veut dire quoi? On a 99% de risque. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas monitorés. Alors, ça se fait sur l'expertise. Il y a Covid, je ne fais pas, mais c'est le doigt mouillé en sentant le vent. On est d'accord, c'est ça qu'on appelle l'expertise. Et aujourd'hui, ces méthodes d'intelligence humaine augmentée qui vont faire votre vie de demain, vous n'avez aucune chance que dans 5 ans, vous n'y soyez pas. Ça, c'est impossible. Ça part à une telle vitesse de prospection. On ne parle pas des 30% de Damien qui sont généreux et très intéressants. C'est x2 tous les ans les industriels qui disent on change tout de notre conception. Il y a des boîtes qui disent mais comment on fait pour passer des grosses boîtes de R&D à 100% en faisant de l'intelligence humaine augmentée, parce qu'on va capitaliser le savoir-faire des gens, on va savoir étudier des centaines, des milliers de cas en quelques heures de calcul, voire en quelques minutes. J'ai mis une petite slide sur le sujet tout à l'heure en disant je vais vous parler 20 minutes, je vais vous dire combien de solutions on a étudiées avec ces solutions-là sur des systèmes extrêmement complexes. Donc le paradoxe, il est énorme. Le premier, c'est se dire, on peut décomposer par discipline, mais on peut aussi casser les disciplines pour voir s'il n'y a pas des ponts entre les deux et éventuellement des biais qu'on avait dans la décomposition qu'on peut tuer. On va étudier beaucoup plus de solutions faisables parce que c'est une machine qui va le faire et qu'on n'a plus besoin de le faire à la main. La deuxième chose, c'est au lieu de discuter un maximum entre nous en discutant du bout de gras sur des performances locales avec notre propre vocabulaire, notre propre dialogue, on n'arrive plus à communiquer, on va partager une vision globale des performances et des risques au niveau système. Donc on dépassionne les débats pour aller vers le juge de paix, c'est à qui ça va servir et quelle valeur ça va lui apporter. Et ensuite, on va pouvoir reprendre la main et donc jouer sur les performances et les compromis optimum. Et la conséquence de ce jeu sur les trade-offs, c'est le choix d'architecture. Donc finalement, avec ces nouvelles technologies, on fait un shift hyper intéressant entre le fait de dire je choisis une architecture avec des compétences limitées parce que je suis un homme,
avec un grand H, hein, je n'oublie pas les femmes bien sûr, et pour aller vers le fait de dire je choisis les compromis qui vont intéresser la valeur que ça va apporter mon produit pour aller vers l'essence. Alors, j'ai pas mis de petite vidéo aujourd'hui parce que je pense qu'on n'avait pas forcément le temps. Alors, sur le site d'une de mes sociétés qui s'appelle Geekly, vous avez, alors c'est écrit G-E-E, G-L-E, hein, c'est comme le Google qui est avec des E, parce qu'on nous appelait le Google de l'engineering. Vous avez une petite vidéo d'un logiciel sur un exemple hyper simple industriel qui vous montre à quel point ça peut être efficace de jouer avec un cerveau modélisé sur un ordinateur. Alors, je n'ai pas de belle représentation en 3D comme à Aurélie, je suis désolé, je suis plus terre à terre. En revanche, je peux vous montrer des exemples qui aujourd'hui fonctionnent. Alors, moi, je ne suis pas une société californienne, je fais vite, je crois que je suis un peu en retard. Je ne suis pas une société californienne, mais la Californie et les gens en Californie, les sociétés californiennes nous appellent pour aller bosser pour eux. Voilà. Donc nous, on bosse qu'à Los Angeles, on fait des allers-retours de Paris à Los Angeles. Donc on fait plein de choses dans différents domaines. Des satellites de télécom chez Airbus, des data centers chez Naval Group, des systèmes de coordination chez Schneider, des usines de liquéfaction de gaz, des plateformes d'usines de liquéfaction de gaz chez Technip. On fait des caisses en blanc, on fait l'étude de dynamique des réseaux pour faire le flexible operation, ça va être l'équilibrage entre les énergies renouvelables et non renouvelables pour garantir la tenue des réseaux. On fait, alors il y avait une question sur la défense tout à l'heure, on fait des systèmes de défense avec ce genre d'intelligence-là pour être capable d'étudier un champ des possibles beaucoup plus vaste et trouver les vraies innovations en étudiant des signaux faibles éventuellement. On fait énormément de systèmes de cœurs de réacteurs nucléaires, on fait les trains autonomes du futur, on fait les packs batteries de chez PSA, on fait des systèmes de contrôle commande de sûreté de réacteurs et on fait des drones martiens pour aller sur Mars. Alors, je voulais quand même vous illustrer en disant mais c'est quoi l'intelligence humaine augmentée? On en parle, nous avons montré des réseaux de neurones, finalement, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, un système très simple, je vous montre ici deux systèmes, vous avez tous reconnu. Sur la gauche, vous avez un drone martien. Sur la droite, vous avez une voiture électrique. Entre ces deux systèmes-là, il y a un élément qui est commun, qui est le pack batterie. Alors, vous allez me dire, oui, c'est commun, mais franchement, la solution qu'on va mettre sur une voiture ou sur un drone martien, elle n'a franchement rien à voir. Et oui, vous avez raison. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Le drone martien, on va être intéressé pour avoir une masse très légère, parce que déjà, ça coûte cher d'aller sur Mars, et puis même s'il y a une atmosphère sur Mars, elle est très légère. Donc on va être intéressé pour avoir une batterie extrêmement légère avec un peu de puissance. Sur une voiture, la masse, j'exagère, n'est pas un problème, c'en est un mais moindre. Donc on va pouvoir avoir une batterie un peu plus lourde, mais surtout on va être intéressé pour avoir énormément de puissance. Mais entre les deux, il y a quand même un élément commun, c'est la manière dont on pense la conception d'un pack batterie. La conception d'un pack batterie, ce n'est pas extrêmement compliqué. Donc un pack batterie, c'est des cellules élémentaires qu'on met en série parallèle et qui vont donner une énergie, une puissance. Quand vous avez compris ça, vous avez compris que vous êtes capable de modéliser, alors je caricature un peu quand même, il y a des systèmes un peu plus complexes, mais vous êtes capable de modéliser la manière dont un ingénieur pour un problème donné va modéliser sa batterie, va le faire. D'accord? D'une manière globale. Et donc ça, ça ressort comme étant une logique de conception. D'accord? Donc, pour ceux qui ont la culture des réseaux de neurones ou des réseaux bayésiens, peut-être des chercheurs ici, on est à la culture des réseaux bayésiens, ça ressemble un peu à l'un ou à l'autre. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement une logique de conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend toutes les cellules bleues, c'est des caractéristiques techniques des éléments élémentaires qu'on va utiliser. Donc, par exemple, sur une batterie, on a, je vous le montre ici, je crois que c'est peu lisible, mais on a la tension d'alimentation, la capacité et la masse. Voilà, 3 éléments qui caractérisent une cellule élémentaire. Et ces 3 éléments-là, si on voit ma souris, ils vont interagir, non, on ne la voit pas, ils vont interagir à différents domaines dans le réseau jaune. Le réseau jaune, c'est le réseau de pensée de la logique de conception de l'ingénieur. Vous êtes tous capables de faire ça. Hein. Je suis très terre à terre. Hein. Quand vous faites un fichier Excel, vous êtes grosso modo en train de faire ça. Et c'est hyper intéressant parce que les logiciels d'intelligence humaine augmentée, aujourd'hui, ils sont arrivés à cette maturité-là. C'est-à-dire qu'ils sont aussi simple, j'ai envie de dire même plus simple que faire un fichier Excel, et ils vont automatiquement vous générer votre logique de conception. Aujourd'hui, je n'ai pas montré l'exemple parce que je parle rarement des boîtes, mais je pourrais vous en envoyer si vous voulez. Bon, il y a un petit mail, je vous envoie des exemples. Mais aujourd'hui, on est quasiment en train d'écrire en langage naturel la manière dont on pense le problème. Et le logiciel va dire, j'ai compris ta logique, je vais l'extrapoler, et je vais m'autocoder en Python pour être capable d'explorer un champ des possibles et de générer des millions de cas possibles. D'accord ? Alors, j'arrive à la fin, avant d'arriver sur combien de concepts on évalue en quelques minutes, 20 minutes de présentation. Est-ce qu'on va, pardon, j'ai un petit problème de micro. Est-ce qu'on va coloniser Mars? C'est une évidence. Et c'est une chance pour le monde, c'est une chance pour nous parce que ça va nous obliger à aller innover, à aller nous dépasser sur des domaines sur lesquels on n'a pas l'habitude de le faire. Donc on va devoir déployer l'industrie 4.0 au-delà de simplement faire des nouvelles chaînes de production, etc. Mais dire il faut penser différemment notre manière de concevoir les produits et les services de demain.
D'accord ? Donc la question, ce n'est pas quand est-ce qu'on va y aller, c'est plutôt comment on va y aller. Alors, je vous pose la question, je prends un exemple, donc nous, on fait des réacteurs nucléaires. Est-ce que vous savez, en 20 minutes, quand j'ai parlé, là je crois un peu moins que ça, hein, mais pas loin, en 20 minutes, qu'est-ce qu'un logiciel et des ordinateurs d'intelligence humaine augmentée sont capables d'étudier en termes de complexité et de nombre de solutions sur un réacteur nucléaire? Il y en a qui veulent se risquer? Dit comme ça, personne ne va vouloir, évidemment. Bon, il n'y a pas d'interro, il n'y a pas de bon point. Et bien en 20 minutes, un logiciel d'intelligence humaine augmentée a été capable d'étudier plus de 2 millions de réacteurs nucléaires à la volée. Voilà. Alors évidemment, ça a demandé un travail de capitalisation, hein, ce n'est pas en clic comme ça, du savoir-faire, de la logique, de l'expertise des ingénieurs, mais ce n'est pas si compliqué que ça à faire. Et après, effectivement, il y a des logiciels qui ont optimisé leur code de calcul pour dire on teste 50 millions de cas possibles. Si je reprends l'exemple de Damien, peut-être un problème plus simple, il a des chaînes de production avec différentes machines qui vont interagir. Le travail de ces logiciels d'intelligence humaine augmentée, c'est de dire je prends le savoir-faire de l'entreprise pour dire comment est-ce que je pourrais optimiser le temps de production, la qualité produite, etc. Il nous donnait plein d'indicateurs, plein de KPIs très intéressants. Ces logiciels-là vont dire j'ai compris ta logique, donne-moi le catalogue technique de toutes les machines qui existent dans le monde et je vais te concevoir à la volée des milliers, voire des millions de scénarios pour concevoir ton usine de production et je vais te les évaluer pour dire quelles sont les meilleures performances et les meilleurs compromis. À la fin, il n'y aura pas qu'une solution, parce qu'on ne veut jamais que de l'intelligence humaine augmentée soit capable de prendre la décision. Il va vous donner tous les compromis et c'est vous qui allez dire tiens, je peux mettre qu'un investissement de 100 millions d'euros et pas d'1 milliard, donc voilà les solutions qui s'offrent à moi et voilà comment je vais gérer les compromis en préservant l'emploi, etc. J'ai bien aimé votre question tout à l'heure sur est-ce que ça préserve l'emploi ou ça ne préserve pas. L'intelligence humaine augmentée ne va pas tuer d'emplois, ça va déplacer la valeur des emplois. C'est-à-dire que là où on mettait des gens à faire des fichiers Excel toute la journée et lorsque quelque chose change dans la conception, dans le projet à droite à gauche, voire à l'autre bout du monde, il faut tout refaire, cette pénibilité n'existera plus et on va déplacer la valeur des gens vers de la vraie valeur, c'est-à-dire améliorer leur expertise, aller plus loin dans leur manière de penser les problèmes et finalement, c'est des machines qui vont faire les choses extrêmement simples qu'on sait automatiser aujourd'hui. Voilà. Alors je vous remercie, je voulais conclure là. Je vous dis juste une petite sujet, j'ai fait un TEDx qui n'est pas public encore sur Internet. Si vous voulez, vous avez l'adresse ici pour le récupérer. C'est un TEDx qui parle de ces concepts d'intelligence humaine augmentée, comment on va aller sur Mars et comment on peut finalement tacler cette hyper complexité qui va faire que le monde de demain sera bien meilleur que celui d'aujourd'hui et qu'on va être beaucoup plus maîtrisé. Voilà. Je vous remercie, j'en arrête là. Merci beaucoup. Très en retard, pardon. Merci Vincent. Je propose qu'on attaque les questions. Je propose aussi à Damien, on va aller sur les manches debout et puis on va commencer à faire une interaction avec tout le monde. Peut-être en guise de transition, tu as exprimé le souhait de faire des cours à SupMeca. Oui, tout à fait. Je te propose beaucoup mieux. Génial. Si demain tu dois repenser, en fait, tu as une feuille blanche et tu dois repenser en fait l'enseignement à SupMeca avec ta vision aujourd'hui de ce qu'est l'industrie et telle que tu la vois évoluer à travers tes différents partenariats industriels, etc. C'est quoi tes premières visions d'architecture de l'enseignement et de la grille pédagogique? Alors, je ne saurais pas donner la réponse à ce genre de questions très complexes et très pertinentes malgré tout. Par contre, je pourrais vous dire de quelle manière on pourrait modéliser ça avec de logiciels d'intelligence humaine augmentée. Tout simplement, c'est de dire c'est quoi les valeurs d'un ingénieur aujourd'hui pour l'industrie de demain. Et c'est de dire après comment on va construire des cursus avec différents cours ensemble pour créer ces ingénieurs de demain. Donc typiquement, c'est le genre d'exemple et de complexité qu'un logiciel d'intelligence humaine augmentée peut tacler en disant on se met sur la table plein de cours potentiels qui vont chacun apporter une petite brique de valeur à nos ingénieurs de demain et de mesurer la pertinence d'un cursus par rapport à des valeurs industrielles attendues par exemple ou d'autres domaines. Voilà. Mais je ne connais pas la réponse à l'avance. Bon, peut-être tu seras. Voilà, je ne suis pas Harry Potter. Il y a le comité de perfectionnement de l'école qui se réunit en ce moment. Dans 6 minutes, c'est ça, 4 minutes, parfait. C'est pour ça que la direction. J'espère qu'ils m'entendent, je parle fort. Quitté, mais je pense que ça pourrait être aussi des occasions d'interaction avec sur la grille pédagogique notamment.